Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Amy, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous parler un peu de ton parcours avec le yoga, comment tu as rencontré cette discipline et ce que tu es devenue avec ça. Hello, merci beaucoup de me recevoir. Merci. Je commence par le tout début, par là où j'ai commencé en yoga. C'est ça, la première fois que tu as fait du yoga, le premier cours que tu as pris ou comment tu as rencontré le yoga pour la première fois? Alors moi, j'ai rencontré le yoga très jeune parce que j'ai fait une formation en tant que pré-pro danseuse, donc je faisais beaucoup de danse. Et je faisais des conservatoires et bon, j'étais adolescente et je commençais à devenir une mauvaise adolescente. Voilà, je tirais un peu du mauvais côté. J'avais des parents qui avaient un bar, je traînais avec des gens plus vieux. J'avais pas des très bonnes fréquentations et donc mes profs de danse m'ont dit ouh là là, Amy, tu t'éloignes un petit peu, on va te ramener un petit peu voilà sur le droit chemin. Et c'était des danseurs de Chicago à l'époque et donc ils m'ont emmené à un cours de yoga. Bon, les D'accord. cours de yoga, mais c'était à New York, les cours de yoga aux États-Unis. C'est très dansant, c'est comme de la danse. Enfin voilà, c'est le premier yoga que j'ai rencontré avec des danseurs. C'était pas vraiment du yoga. Après, je pensais que j'étais très douée parce que j'étais très souple. Bon, j'étais très mal placée en réalité, mais comme une danseuse quoi. Et voilà, et donc du coup j'ai adoré et on en faisait souvent. Et pendant les stages de danse, on nous proposait du yoga. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait une autre dimension où on rapprenait à aimer notre corps. Parce qu'avec la danse, c'est quand même difficile d'aimer son corps. Quand on est adolescent non plus dans un milieu comme ça, voilà, le corps, c'est Ouais. pas quelque chose c'est pas un ami. Et pardon, donc moi ça m'a beaucoup aidée. Et après, j'ai fait des écoles dans la mode. J'ai cessé toute la partie danse pour faire de la mode. J'étais passionnée de mode depuis toujours. Mon frère, en fait, était dans le cinéma. Donc, à la maison, on est très musique, cinéma, art. Et je touchais beaucoup à tout ça. Je faisais aussi les arts déco. Enfin, je faisais beaucoup de choses dans l'art. Et j'adorais le vêtement. Et je trouvais que on dit toujours que l'habit fait pas le moine et je suis absolument pas d'accord. Je trouve que la façon dont on s'habille signifie quelque chose à un certain moment. Enfin, bien sûr que quand on va faire justement pourquoi on a des habits de sport, pourquoi on a des habits quand on va rencontrer par exemple un premier date, c'est hyper important la façon dont on est habillé par exemple. Enfin, voilà, même si on n'est pas hyper fashion ou je sais pas quoi, on y porte tous un petit peu attention. Je te fais des oui de la tête parce que oui, je valide complètement que on choisit quand même ses habits le matin avant d'aller travailler ou même avant de sortir, que peut-être aujourd'hui tu as un mood plutôt de jogging mais que demain tu auras un mood plutôt costard cravate et ce sera ton style à toi. Enfin, oui, je te rejoins, j'ai pas fait d'études de mode mais je te rejoins dans le sens où comment tu t'habilles, ça définit aussi un peu ton humeur, un peu comment comment tu te sens dans la journée, etc. Oui. Oui, tout à fait. Enfin, et du coup, donc voilà, moi j'adorais ça, mais je voulais pas faire donc école de mode pour école de mode. Je voulais faire dans le cinéma. Comme mon frère était dans le ciné, on était tous passionnés de cinéma dans la famille, je me suis dit, bah, je vais faire une école de costumière. Mais D'accord. je continuais toujours un petit peu la danse à côté. Et je me suis retrouvée du coup, j'ai commencé très jeune avant mes études et j'avais 17 ans et je me suis retrouvée à faire des stages à Paris et à être de plus en plus à Paris. Et donc, du coup, je cherchais à faire du yoga et il n'y avait pas grand-chose à l'époque à Paris. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. C'était en quelle année? Je sais pas du tout. J'aime bien retracer en année, désolée. Alors, je vais avoir 29 ans au mois de mars, là, et j'avais 17 ans, donc Ah c'était il y a oui, 10 ans. Voilà. d'accord. Tu vois, tu te rends compte. Et il y avait Shivananda.
Et D'accord. donc, Sivananda, rien à voir avec, je sais même pas si ça s'appelait déjà, si c'était le label Sivananda ou si c'était encore juste une école de yoga, mais si, ça devait être quand même Sivananda. Et donc, j'avais toqué à cette école-là, mon legging, enfin, même pas en legging, en body de danseuse, et je viens me renseigner, et puis je viens avec, ah ouais, je vais faire du yoga. Ils ont dû se demander qui est-ce que j'étais. En plus, voilà, j'étais maquillée, tout ça, et toute jeune. Enfin, ils ont dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et ils m'ont dit, alors non, tu vas faire demi-tour déjà, tu vas aller chercher un pantalon large, un t-shirt large, ici on n'est pas en collant, machin. Je me suis dit, ok, bon. Et en fait, après, j'ai adoré parce que c'était un tout autre yoga, mais c'était plus pur et ça m'a permis de me reconnecter du coup à cette dimension de simplicité, on va dire, que j'avais pas dans le yoga que je faisais puisque je pratiquais le yoga pour le corps et pas pour tout ce qu'il y a autour. Mais du coup, j'ai découvert la méditation, j'ai découvert la philosophie du yoga. Pas que juste faire des postures les unes après les autres qui font déjà beaucoup de bien, mais il y avait cette dimension spirituelle et voilà, qui m'a beaucoup plu finalement. Je trouvais un peu bizarre de dire, ah ouais, je suis avec des gens un peu perchés. Je trouvais ça. Je pense que j'avais même pas 17 ans quand je vais avoir 16 ans. Et c'est là que j'ai repris le yoga, on va dire, tel qu'on appelle ça du yoga, enfin, tel que j'estime que c'est du yoga en tout cas. Et voilà, j'ai jamais vraiment cessé parce que même quand j'étais à Strasbourg, j'en faisais, enfin, j'en ai toujours fait depuis que j'ai 14 ans, on va dire que c'est quelque chose D'accord. qui me suit. Et Après, du coup, à ce moment-là, quand tu as découvert le yoga, à Paris, tu travaillais du coup dans la mode ou tu avais fini là, tes j'étais études? encore en études. Là, j'étais D'accord. encore en études. Et après, je suis venue à Paris, j'avais 19 ans, ou 2 ans Mmh. plus tard, je crois. Parce que là, c'était que des stages que je faisais où je venais voir mon frère. Et j'étais à Strasbourg à l'époque. D'accord. Et après, je suis venue m'installer à Paris. J'ai continué le yoga. On commençait à en avoir un peu plus. Euh, Ça commençait à se voir quand même un peu plus. Il y en avait même dans des salles de sport. Voilà, ça commençait à naître D'accord. un petit peu. Et je crois que quand j'ai eu 23 ans, c'est-à-dire il y a 6 ans, bah c'est ça, il y a 6 ans, il y avait quand même de plus en plus de yoga vraiment partout. C'est là que je crois qu'il y a de nouveau eu voilà, le début du boom du yoga comme on connaît Mmh. là maintenant. Mais c'est vrai que pendant un moment, c'était un peu volatile. J'allais un peu chercher à droite à gauche. Et surtout, j'allais chercher le yoga en Inde. J'ai fait pas mal de retraites en Inde. D'accord. Et c'est ce qui voilà, c'est ce qui a fait que vraiment j'ai soudé, on va dire, Mmh. mes formations, mes connaissances, et j'ai vraiment développé tout ça. OK et donc du coup, je reviens encore en arrière, désolée. Mais donc tu as fait tes études et tu pratiquais le yoga à côté et du coup, est-ce que tu as à un moment, mis à profit ces études de cinéma et mode ou tu as pas du tout travaillé dans ce secteur-là, finalement? En fait, j'ai fait mes études dans le cinéma-théâtre. Ensuite, j'ai continué parce que j'étais jeune et que j'avais fait un stage à la Comédie Française. Et il y avait un tailleur qui me disait que j'étais très douée et que j'étais jeune et qu'il fallait que j'en profite. Donc, j'ai fait des études à la chambre syndicale chambre syndicale, ça s'appelle plus comme ça. C'est la Fondation de la mode maintenant. D'accord. École de la chambre syndicale, bref. Voilà, une grande école de mode qui s'appelle, je crois maintenant, c'est l'Institut de la mode actuellement. D'accord, Elle OK. ne s'appelle plus comme elle s'appelait. Et c'était pour devenir tailleur et modéliste parce qu'on en fait beaucoup dans le milieu du costume Mmh. et que je comptais toujours faire dans le milieu du costume, dans le cinéma, parce que j'étais passionnée de ça. Les études que j'avais faites, c'était quand même vraiment sur toute l'histoire du vêtement. Mais à la chambre syndicale, j'ai fait donc modéliste, ça s'est très bien passé. J'étais en même temps tailleur et puis pour Hermès. Et ils m'ont proposé encore de continuer parce que j'étais jeune. Ils me proposaient encore un an, c'est des années en alternance en plus. Mmh. On n'est D'accord. pas à 100% à l'école, on travaille, on a une vie. Et donc, j'ai continué un an pour être manager, en gros pour apprendre D'accord. tout ce qui est autour, pour pouvoir gérer une équipe et tout ça, pour pas être juste dans les ateliers.
Parce Mmh. que dans les ateliers, malheureusement, ça paye pas trop bien, qu'il y a peu de possibilités d'évolution. Donc, la chambre syndicale me proposait une autre option qui était très intéressante et j'étais chez Chanel à ce moment-là en D'accord. alternance. Et chez Chanel, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un d'exceptionnel qui m'a dit, mais moi, alors chez Chanel, il m'appelait Amélia. Parce qu'il y avait déjà une Émie et donc du coup, il voulait puis bon, quelque chose qui fasse un peu plus Chanel. Et comme l'emblème de la maison, c'est le camélia, ils m'ont appelée Amélia. D'accord. Donc il me disait, mais moi, j'ai besoin, c'est moi, je suis désolée, j'ai besoin de quelqu'un comme vous dans mon équipe. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est une artiste, qui sait l'histoire que raconte un vêtement. Et sauf qu'ils m'ont donné des tâches un peu à la con. Ils m'ont donné responsable des cravates ou des trucs, bon, voilà, des trucs pas très, qui me faisaient pas trop rêver. Je lui ai dit, non, mais moi, je veux être je veux être au prêt-à-porter, je veux habiller les gens, je veux être styliste personnel, quoi. Je veux pas juste vendre des cravates ou, et il m'a dit, OK, mais il faut bien commencer en bas. Donc, c'est ce qu'ils m'ont fait. C'était un peu un petit bisutage, mais très, très sympathique parce que du coup, ils me faisaient raconter l'histoire de chaque accessoire, de ce qu'on vendait. Et c'était génial. Et ils m'ont créé un poste par la suite. Ils m'ont dit, bon, ben voilà, c'est la première fois qu'on met quelqu'un d'aussi jeune avec les dinosaures. C'est le mot qu'ils employaient, c'est pas moi. Et ils m'ont mis à un poste à haute responsabilité puisqu'ils ont créé ce poste-là pour moi qui était assistant client VIP. D'accord. Et bah, des étoiles plein les yeux parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. C'était jouer à la poupée avec des personnes, en plus des personnes célèbres ou des personnes qui n'ont pas de limite au niveau du budget. Donc, mon but, c'était de raconter, par exemple, la personnalité de Pharrell Williams derrière ses vêtements Chanel, qui n'est pas la même personnalité que Vanessa Paradis et qui pourtant porte aussi des vêtements Chanel. Donc Mmh. voilà, c'était raconter une histoire et je me rendais pas compte que je mangeais, que je vivais, que je dormais Chanel. Ça a pris une énorme place. Je continuais à faire du yoga, mais c'était pas, j'en faisais que de temps en temps. Je donnais des remplacements yoga au club Med Gym, voilà, à l'époque. Et ah donc entre-temps, tu t'étais formée au yoga? Oui, je me suis formée très tôt. Bah, en fait, quand je suis allée en Inde, c'était pour faire des formations dans des ashrams. Mais à D'accord. l'époque, c'était déjà, si on veut, des yoga alliances, mais c'était pas tout à fait pareil. En gros, tu venais vivre ta retraite en ashram et à la fin, on te disait si oui ou non tu pouvais donner des cours. C'était pas comme là maintenant des trainings. D'accord. C'était Et un peu léger, hein, c'était très léger, mais comme je faisais beaucoup de yoga à Paris et que certains professeurs des fois cherchaient des remplaçants, j'étais jeune, gentille, il me disait bah tiens, tu vas me remplacer. Enfin voilà, c'était un peu aléatoire, c'était pas comme maintenant. mais quand tu es allée, du coup, en Inde, à la base, tu y allais pour faire la retraite ou tu t'étais dit: «Bon, bah, je vais en profiter, comme ça je serai formée et je pourrai enseigner»? Enfin, dans ta tête, tu avais vraiment envie d'enseigner ou c'était pas du tout quelque chose auquel tu avais pensé? Non, bah en fait, je l'ai pas fait pour enseigner, c'est juste qu'on m'a proposé des fois en dernière minute parce qu'on n'avait pas de prof de donner des cours et du coup, je l'ai fait. Mais c'était un D'accord. peu conscient de ma part en réalité. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui faisaient ça actuellement, mais enfin, quand on a fait un petit 200 heures, quand on découvre le yoga, enfin, on n'a pas la maturité pour enseigner, hein. Mais je m'en rends compte avec du Mmh. recul. Mais bon, à l'époque, c'est... Et je chantais. Alors, ce que je fais plus, je chantais en début de cours. Et c'est marrant parce que des années plus tard, il y a des élèves qui m'ont rencontrée et qui m'ont dit oh, mais c'était toi la petite blonde qui chantait pendant tes cours de yoga, je me souviens de toi. Mais c'est même pas... Enfin voilà, c'était... j'appelle pas ça enseigner vraiment du yoga. Je donnais ça, on va dire, pour des fois arrondir les fins de mois, voilà, pour me faire plaisir, pour aider, pour le nombre de fois que je faisais même pas je me faisais pas payer en fait, c'était les profs qui facturaient sur eux et qui me donnaient de l'argent derrière. Enfin, Mmh. voilà, c'était pas très D'accord. légal, c'était pas, je suis pas très fière de de ça, Mmh. mais D'accord. et puis voilà, j'enseignais sinon à des copines, à des collègues, mais bon, j'étais pas suffisamment formée et puis je voulais pas du tout vivre de ça, hein. C'était juste que c'était comme c'était ma D'accord. passion. Bah, chez Chanel par exemple, il y avait des boîtes très très hautes et il y avait une collègue trop mignonne qui me disait tout le temps mais toi avec ton yoga, tu vois, tu peux pas t'allonger un peu plus et aller chercher les boîtes très hautes? Alors non, non, j'en suis pas là.
Je fais toujours la même taille que je fais. Je suis très petite, je fais 1m60. Et elle aussi, elle était petite. Et du coup, elle disait, mais toi, avec ton yoga, tu peux pas t'étirer encore un peu plus. Et... Donc, c'est trop mignon, hein. Tout le monde savait que je faisais du yoga, mais c'était, je sais pas, c'était pas comme c'était maintenant, où en plus, on se prend un peu au sérieux maintenant quand on fait du yoga. Et c'était pas tout à fait comme ça. Et voilà, et donc du coup, je m'éloignais un petit peu, on va dire, de mes valeurs parce que je suis végétarienne depuis que je suis petite. Parce que j'aime les animaux, je suis dans une famille qui a beaucoup de valeurs au niveau de la nature, qui, euh, qui, qui fait attention, voilà, aux choses d'une façon, on va dire, éco-responsable, sans le vouloir, mais c'est juste que c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Ma mère est issue de paysans. Et voilà, on n'avait jamais à la maison des buenos et tout ça. Moi, je rêvais de ça. Dès que j'avais de l'argent, j'allais m'acheter des trucs dégueux au Lidl, je m'en souviens encore. Mais voilà, j'ai toujours été élevée dans le souci de bien manger. On n'a jamais pris de médicaments, on soignait aux plantes, aux huiles essentielles, tout ça. Enfin, je me rendais pas compte que c'était quelque chose, c'était une richesse en fait que j'avais de la chance d'avoir ça. Moi, au contraire, je rêvais de prendre des cachets pour la gorge, pas du miel. Je rêvais de plein de choses que maintenant je me rends compte que effectivement j'ai eu beaucoup de chance de naître comme ça. Mais je m'éloignais de tout ça. J'étais vraiment enfin, pour te dire, je fumais des cigarettes et je buvais du champagne et je mangeais des fraises et des noix de cajou à la truffe. C'était à peu près ça, mon Chanel. hygiène de vie. Voilà. C'était mon hygiène de vie. Et puis, vraiment, je m'éloignais. On se rend pas compte Mm. parce que quand on a la chance, comme moi, d'avoir un si beau poste, une création de poste, chez Chanel, à l'âge que j'avais, c'est quand même très rare. Voilà, quand on est au sein de la maison Chanel, je pense qu'il y en a qui devaient se dire, ouais, la chance qu'elle a. Enfin, j'étais avec les plus grandes vendeuses, avec les plus grandes clientes de la maison. Voilà, c'était vraiment, j'avais beaucoup de chance et en même temps, je me perdais beaucoup. J'étais complètement anorexique, enfin, puis je mangeais n'importe comment, enfin, c'était n'importe quoi. Et j'ai retrouvé un jour un prof de yoga qui avait cette approche un peu dense, un peu sport et en même temps spirituelle. C'est Fabrice Tiac D'accord. qui donne plus beaucoup de cours actuellement. Et ce prof-là, quand j'ai fait un cours avec lui, il y a eu un truc qui s'est réveillé de nouveau à l'intérieur de moi où je me suis dit, mais j'avais oublié ces sensations. Donc c'est un peu le premier cours de yoga que je garde, on va dire, parce que avant j'avais pas l'impression de faire vraiment du yoga ou de pas comprendre réellement ce que je faisais parce je sais pas, j'avais pas l'essence du truc, on va dire. Et ce jour-là, je me suis dit waouh, c'est ça le yoga, c'est ça que je recherchais. Et je me suis retrouvée. Et bah, petit à petit, il y a eu en même temps les attentats et moi j'habitais à côté du Bataclan. J'habitais au 46 boulevard Voltaire, ce qui est à côté. Et donc à ce moment-là, en plus pendant les attentats, nous on était en vente privée, donc tous les gens qui nous appelaient, on se disait ah ouais ils veulent tous des sacs à main. Pas du tout. Les gens nous appelaient pour savoir si on allait bien, mais on était dans Ah. le truc encore une fois. Et puis moi, je gardais à cette époque-là le chien de mon manager et je pensais qu'au chien de mon manager. Enfin, j'étais encore déconnectée sans m'en rendre compte, hein, mais j'étais vraiment déconnectée. On vit dans une bulle. Et quand même, il y a eu un petit déclic, c'est que ils m'ont demandé d'aller bosser juste après. J'ai pas compris le fait d'aller travailler, d'aller vendre des robes alors qu'il y avait encore toute cette atmosphère très pesante. Il y avait des gens qui étaient morts dans la maison. Il y avait, enfin moi j'avais plein de gens qui avaient des gens qui ont été perdus, blessés. Enfin, je trouvais ça très pesant et je me souviens qu'il y avait un monsieur qui était là qui nous a fait rester très tard au travail. Et il prenait plein de sacs, des sacs à 46 000 € en alligator. Alors déjà, l'alligator, moi qui mange pas de viande, je sais pas comment pouvais déjà trouver ça normal en fait. Ça me paraissait normal à cette époque-là, un sac en alligator poli à la pierre d'agate, bref. Et il en prend plein, il en prend plein. La vente dure longtemps. Et je prends son passeport pour aller avec l'hôtesse de caisse. L'hôtesse de caisse qui était elle aussi une de mes amies
qui était végétarienne, végane, enfin voilà, qui était aussi dans le bien-être et tout. Elle était aussi pas trop dans ces valeurs-là. On prend le passeport, on voit que c'est le roi de Somalie. Et là, il y a quand même un truc qui me remet à me mettre moi en question. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vendre des sacs en alligator, des montres avec du rubis, du saphir au roi de Somalie. Je veux dire, la Somalie, c'est quand même, rien que le mot, on a tout de suite l'image de la pauvreté, de son peuple qui... Enfin, moi, ça m'a bouleversée. Et peu de temps après, j'avais déjà en tête que je voulais arrêter, que je voulais faire autre chose, mais je savais pas quoi. J'avais quand même un super poste, ça se réfléchit, un bon salaire, tout ça, ça se réfléchit. J'étais en même temps pas trop bien dans mon couple. Il me correspondait pas trop. C'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup les valeurs de l'argent plutôt que D'accord. de la vie. C'était quelqu'un qui est très très riche, pas qui était, mais qui est très très Mmh. riche. Et voilà, on est allé faire des vacances aux Maldives, à Dubaï. On est allé sur une île visiter des pauvres. Enfin, bon, bref, des trucs qui me de plus en plus, je me sentais pas à ma place, mais c'est dur d'exprimer quand ton copain a de l'argent, que tu as une très bonne situation chez Chanel, une création de poste. Enfin, les gens ne comprennent pas que tu puisses dire que tu es malheureuse. Mais j'étais très malheureuse. Je m'en rendais pas compte, j'étais très très malheureuse. Et il y a un jour où mon corps s'est pas levé. Mais vraiment, mon corps ne s'est pas levé. C'est pas moi qui ai pas voulu me lever. J'arrivais pas à bouger. J'étais vraiment paralysée dans mon lit. Et je l'ai dit à mon ancien copain qui me dit oh Gypsy c'est bon c'est encore un peu voilà, tu vas te lever tu vas y aller ça ira mieux dans 5 minutes quoi. Et non je suis allée chez le médecin elle m'a dit bah, ça s'appelle un burn-out c'était pas le terme employé à l'époque ça se disait moins mais en gros elle m'a dit voilà c'est un burn-out on va faire un petit arrêt maladie je lui dis non je peux pas j'ai mes principaux amis qui viennent demain etc. Mais je vous promets que je vais mettre fin à ça. Donc j'ai pris mon téléphone tout de suite, j'ai appelé mon manager, je lui ai dit Alexandre, je veux quitter la maison Chanel. Il m'a dit ok, pas de souci, je m'y attendais. Il le savait, il le sentait, il voyait que j'étais plus impliquée dedans. Il y avait aussi le fait que, bah, parce que c'est très beau Chanel, mais j'étais très jeune, en création de poste pour un truc très Mmh. élevé, c'était un peu le diable s'habille en Prada en réalité. Faut être honnête. Je faisais des réservations pour mes clientes. J'étais obligée de me cacher pour pas qu'on me vole les pièces que je prenais pour mes clientes. C'est des trucs très bêtes quand on travaille dedans, on se dit ah ouais carrément. Mais comme ça on se Mmh. rend pas compte. Mais ou par exemple j'avais fait une réservation importante pour une cliente. Quand le moment de donc la cliente avait payé évidemment le moment d'envoyer les valises j'ai ouvert les valises qui étaient très légères il y avait plus les pièces dedans on m'avait volé les pièces, donc ma cliente, enfin, c'est des drames en interne. Et tout ça, c'était beaucoup de pression. Donc, je pense que c'est un tout. Et mon corps m'a dit, écoute, casse-toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et mon meilleur ami, c'est mon tatoueur, parce que je le montre pas trop, mais j'ai quand même pas mal de tatouages. Et il est au Texas, à Austin, au Texas. Et j'y étais jamais allée. Et c'était un de mes rêves, parce que pour le cinéma, en fait, on se rend pas compte, mais il y a énormément de films qui sont tournés là-bas. Il y a plein de groupes de musique qui sont découverts là-bas. Enfin, voilà, je rêvais d'aller là-bas pour la culture musicale, cinématographique. Et donc, Joey m'a dit, bah, viens autant de temps que tu veux. J'y suis allée et j'ai fait des cours de yoga. Et en fait, un jour, il y avait un cours de yoga qui devait avoir lieu, sauf que finalement, la prof n'était pas là. Donc, on m'a demandé, est-ce que tu peux remplacer? Parce qu'il voyait que je venais tout le temps et que j'avais que ça à faire, visiblement. Et, donc, j'y suis allée, j'ai remplacé. Et après, elle m'a dit, bah, est-ce que tu veux pas donner plus de cours ici et tout? Les gens ont adoré. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à donner des cours de yoga là-bas. Euh, Très différent de ce que je donnais avant, sauf que j'étais toujours pas très formée, on va être honnête. Hein, j'avais mon cours de 15 heures, pas très, voilà. Et puis ça faisait quelques années quand même. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je crois que, voilà, je crois que c'est à peu près ce que je veux faire. J'étais pas trop sûre. Je m'étais pas dit, c'est ce que je veux refaire.
Et après, je suis retournée en France et j'avais un autre contrat Chanel. Mais c'était un CDD pour un autre poste un peu plus light. Et j'ai accepté parce que j'avais rien, parce que c'était quelqu'un que j'aime beaucoup dans la maison qui m'avait demandé, quelqu'un de très haut placé que j'aimais beaucoup. Je pouvais pas lui refuser à lui. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'accepte. C'est encore une belle expérience de toute façon. Et c'est 6 mois. Mais je leur avais dit, voilà, je veux que 6 mois et j'avais pris le temps d'y réfléchir. Et je leur ai dit, je vous donne une réponse pour être sûre dans 2 semaines. J'avais 2 semaines en fait entre le Texas et mon potentiel recontrat chez Chanel. Et je me suis dit, j'ai envie de faire du surf et du yoga. Donc j'ai tapé surf et yoga. Il y a Paradis Plage qui est apparu. C'est Paradis Plage, c'est un petit village, c'est un hôtel, un très bel hôtel, dans un petit village au Maroc qui est Imiwader, à côté de Tarazout. Et en fait, c'est un paradis pour les surfeurs. Et moi, j'avais déjà fait pas mal de surf parce que dans ma famille, ma mère bossait en fait était vendait dans un magasin de skate et snowboard, etc. Et voilà, on était très skate, snow, surf dans la famille. Et j'avais fait un stage de surf et quand j'étais jeune. Et dans le stage de surf, Kelly Slater nous donnait des cours de yoga. Donc, mais bon, tout ça, voilà, c'est quand j'étais jeune. Et je me suis dit, bon, bah, trop bien, surf et yoga, je vais là-bas. Bon, au début, j'arrive. J'étais encore un petit peu dans mon état Chanel. Donc, j'arrive, je me dis, ah, mais ça pue, mais c'est moche, mais pourquoi je suis venue ici? J'ai fait que râler. Et pourtant, l'hôtel était très beau, mais il y avait un problème de chambre et tout. Et j'ai regardé, j'ai levé les yeux au ciel. Et là, la nuit, le ciel étoilé était incroyable. Donc, je me suis un peu détendue. Et le lendemain, je suis allée surfer, faire du yoga. Et encore une fois, alors c'est marrant parce que c'est un prof, je vais pas dire son nom, mais c'est un prof qui est à Paris et avec qui j'avais déjà pris des cours à Paris. Et en fait, ce prof-là enseignait à l'époque à Paradis Plage. Et ce jour-là, il a claqué la porte. Et là, ils m'ont demandé de donner des cours parce qu'ils voyaient que je faisais tous les cours de la journée et donc ils m'ont demandé de remplacer si je pouvais remplacer. Donc j'ai remplacé, j'ai donné un cours. Mais c'était que un cours. Après, ils ont trouvé une autre remplaçante qui était, mais là, il a claqué la porte avant le cours, donc voilà. Et je sais pas, il y avait un truc où là, je me disais, bah, je crois que ça m'appelle quand même un petit peu l'enseignement du yoga. Et je m'étais dit, ok, je fais 6 mois chez Chanel et après, je pars en Inde, je vais me reformer et je reviens ici et j'enseigne. Et je suis passée devant un endroit qui était en construction et je me suis dit, waouh, je suis sûre que je serai là un jour. Et voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé quelques années après. Donc après, je suis allée me former en Inde. Je suis allée enseigner aussi à Bali. Bon, j'ai beaucoup voyagé pendant un moment. J'étais avec mon sac à dos partout dans le monde. Et voilà, c'est tout ce que je faisais. Et voilà, et c'est venu assez naturellement parce que j'ai pas trop choisi que je voulais faire ça et ça m'a beaucoup choisi. J'ai fait plein de rencontres qui à chaque fois m'ont mis ici ou là ou ailleurs. Puis au bout d'un moment, je suis allée m'installer au Maroc. J'ai rencontré aussi mon mari. On a monté un petit surf camp ou une maison d'hôte, on préférait l'appeler maison d'hôte on faisait du surf et du yoga et donc j'enseignais toujours sous le principe de retraite de yoga et voilà et puis c'est Et seulement c'était, désolée, je te coupe, c'était dans le lieu que tu avais vu en construction? ouais Ouais, ouais ouais en fait d'accord. Donc, ils m'ont tout de suite appelé en fait avant que ça ouvre ils m'ont appelé pour savoir si je pouvais gérer c'était dans l'académie de surf en fait si je pouvais gérer la partie yoga et bien-être. d'accord. Voilà. Donc, bon, tu vois, ça s'est fait hyper naturellement. Et même là, encore jusqu'à aujourd'hui, tout mon chemin s'est fait hyper naturellement parce que quand j'en ai eu un petit peu marre d'enseigner tout le temps au Maroc et de la façon dont je le faisais, et en fait, j'avais pas mes papiers là-bas, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir, enfin, ça a mis beaucoup de temps. Bah, je suis rentrée en France et j'avais jamais vraiment enseigné dans des studios comme ça, à temps plein. Je venais des fois donner des remplacements, mais c'est tout. Et du coup, j'ai bossé pour une marque de yoga et en même temps, il y avait un studio en bas. Donc, je bossais dans le studio en bas. C'est venu très vite. Après, très vite, des studios m'ont appelé, ont entendu parler de moi, m'ont appelé. J'ai eu la chance d'enseigner dans des très beaux lieux parce que j'ai tout de suite commencé avec le Ken Group.
Alors, au niveau du studio de yoga, non, mais au niveau de la réputation sport. Et puis, ils ont quand même des super profs de yoga. Ils ont Nicolas Legrez en Ashtanga. Ils ont Yoshika aussi. Ils ont des super profs. Donc, même si c'est une salle de sport, ils ont vraiment, au niveau du yoga, ils font les choses bien. Donc, j'ai tout de suite enseigné au Clay, au Ken Club et à Blanche. Et D'accord. Blanche, avant même que ça ouvre, j'avais déjà signé mon contrat là-bas, donc j'étais encore au Maroc à ce moment-là, mais j'étais sur le point de rentrer. Et voilà, j'ai eu la chance, très vite le centre qui m'a appelé, très vite le Tigre m'a appelé. Ça s'est fait très très naturellement, alors que moi je résistais à fond, hein, pour te dire, en fait je voulais bosser au Tigre, mais en tant que responsable d'un studio. Je voulais pas être prof de yoga à temps plein et voilà, ça s'est fait un peu d'un commun accord, mais ils m'ont proposé de plutôt rester en tant que professeur de yoga. Parce que en plus mes cours marchent bien, c'est vrai, j'ai de la chance. Et ça s'est toujours fait comme ça. Et même là, j'ai eu la chance de rebondir très facilement sur le digital et j'ai aujourd'hui plus de 400 élèves sur le studio digital que j'ai, où il n'y a que moi qui enseigne et de temps en temps des profs invités. Mais bon, c'est moi qui enseigne une vingtaine de classes par semaine et elles sont toutes là au rendez-vous. Et voilà, j'enseigne des fois 3 cours, 3 ou 2 cours par jour, ça dépend. Et elles sont très présentes, mes élèves. J'ai de la chance d'avoir une communauté enfin, voilà, qui est très soudée aussi entre elles. Mais pendant le coronavirus, moi, j'ai eu une élève qui m'a aidée en créant mon site internet et en me donnant comment faire les clés pour réussir à me développer sur le digital et m'en sortir parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur et prof de Mm. yoga, on n'a pas de chômage et que les 1 500 € quand on habite Paris, ça ne sert pas à grand-chose. Pardon, hein, mais c'est la vérité. Et voilà, et du coup, ça s'est fait aussi naturellement et c'est arrivé à une période où je commençais à trouver le milieu des studios de yoga à Paris un petit peu injuste parfois par rapport au salaire, par rapport à la qualité aussi de travail, parce que on travaille beaucoup, beaucoup, on fait le temps de métro Les entre déplacements. Mm, mm. Et les les charges que tu vas avoir après avoir été payé. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Je trouvais que c'était pas très juste et je perdais de ma santé et je perdais même un peu de mon couple. En fait, j'ai mis mon couple en péril parce que enfin, moi, j'étais pas bien dans ma situation. Donc, parce que l'hiver dernier, parce que là, on a eu le coronavirus, mais moi, ce que j'ai le plus mal vécu, c'était d'être sur mon vélo en plein mois de décembre ou sous la pluie pendant les gilets jaunes. Je suis désolée, hein, mais pour moi, c'était une horreur. Une horreur. Je faisais 1 heure de vélo pour aller à un cours, 1 heure de vélo pour aller à l'autre cours. Dans la journée, j'avais fait, je sais pas, traversé tout Paris parce que quand tu as 5 classes dans la journée et que tu en as une à Levallois, une qui est là, une qui est là, une qui est là, enfin. Et puis on perdait, évidemment, on perdait des fois des cours parce que c'était pas possible de faire 1 heure de vélo alors que des fois c'est 20 minutes de métro. Enfin, et Mm. dans le froid et dans le machin, moi, et Et c'était tu continuais les allers-retours au Maroc à ce moment-là ou tu avais complètement arrêté d'y aller du coup? J'en faisais encore, mais moins qu'avant, moins régulièrement parce que mon mari était arrivé en France. D'accord. Mais bon, voilà, il est venu juste avant les Gilets jaunes et c'est pour ça, moi, j'étais épuisée en fait au moment où il est arrivé. Il n'est pas arrivé dans une période. Ouais. Enfin voilà, ça a été. Et puis en plus, il y a eu le coronavirus à la suite. Lui, il a eu de la chance. Il a vécu la meilleure France. Et donc du coup, c'est pendant le coronavirus que toi, tu as développé ton studio en ligne en fait. Ouais, ouais. En D'accord. fait, ça s'est fait, voilà, grâce à mon élève. Et très vite, j'ai eu plein de monde. Il y avait, au tout début, on était 7, 10. Et très vite, on s'est retrouvé à 29, 39 parfois sur les cours le Super. dimanche. Mm. Donc, ouais, franchement, c'était super. Et en fait, on a créé vraiment, j'ai vu vraiment l'évolution chez mes élèves. Vraiment. Il y a des élèves. Ça a été, je sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais moi, sur ce que j'aime par-dessus tout dans notre métier, c'est pour ça que moi, j'ai eu la chance de commencer avec des retraites de yoga, mais les retraites, c'est incroyable. On voit le premier jour et le dernier jour, la tête des élèves est pas la même. Il y a quelque chose qui rayonne en plus. Et c'est ça que j'ai retrouvé en fait pendant le confinement où on était un peu perdus, personne ne savait trop où on allait.
Et on a créé un groupe très soudé et finalement, de une plus une plus une, ça a créé un grand groupe où elles commencent à se connaître derrière l'écran, où on se parle et où il y a des personnes qui sont sorties de leur coquille, qui sont allées beaucoup mieux. J'ai une élève, par exemple, Charlène, qui travaille maintenant avec moi, travaille avec moi voilà, un petit peu. Mais je l'ai connue en studio. Elle a fait une première retraite de yoga où elle était pas du tout la personne qu'elle est actuellement. Elle était toute recroquevillée, toute timide, je le dis gentiment, mais un peu nunuche. Elle était un peu, voilà, elle savait pas trop quoi faire et tout ça. Et deuxième retraite où, elle était beaucoup plus sûre d'elle, enfin, parce que la première avait fait son effet, elle était ensuite beaucoup plus sûre d'elle, mais encore perdue parce que, enfin, elle le savait pas, mais moi, à chaque fois, je la regardais et je lui disais, tu verras, tu verras. Et en fait, après le confinement, on s'est revus, elle m'a dit, mais en fait, ça y est, je sens que j'ai laissé infuser la première, elle a fait son effet, la deuxième, elle a fait son effet, et là, grâce au confinement, à tous les exercices qu'on a fait, au yoga qu'on a pratiqué tous les jours, elle s'est retrouvée, elle s'est rencontrée en fait. Et j'en ai eu plusieurs comme ça. Je dis elle parce que je sais qu'elle m'en voudra pas de parler d'elle. Mais il y en a eu plein et moi, je pensais pas créer ça derrière un écran. C'est pour ça au début, je dis, oh non, je vais pas le faire. Et c'est Blanche, toujours Blanche. Blanche, ils m'ont beaucoup aidé. C'est un groupe, le Ken Group, et c'est vraiment un super groupe. Que ça soit les grands patrons, les équipes qui travaillent pour eux, c'est vraiment un groupe exceptionnel. Ils sont pas studio de yoga, mais pour moi, ils ont les vraies valeurs des yogis, hein. C'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de valeurs. Enfin, moi, ils m'ont jamais. Ils sont toujours. Ils sont pas dans la résistance, au contraire, ils sont vraiment dans l'écoute. Ils nous accompagnent énormément. Et les lives qu'on donnait gratuitement pour Blanche, ils nous les payaient, nous, hein. C'était pour D'accord. pas nous laisser tomber. Donc, ils ont eu un geste, ils ont fait gratuit pour tout le monde et nous, ils nous payaient. Ils ont des millions voilà, maintenant qu'ils ont perdu depuis un an, mais ils continuent à nous soutenir. Là, je donne toujours des cours avec eux. C'est vraiment un super groupe. Et eux, ils m'ont dit, allez, tu vas être super en live, fais-le. Enfin, c'est la personne de Thomas qui s'occupe des réseaux. Et il me dit, si, si, vas-y, Amy, j'ai confiance, fais-le, fais-le. Et en fait, je me suis dit, bah, c'était cool. Et voilà, et du coup, ça a continué. Et puis maintenant, je suis très à l'aise maintenant, c'est normal pour moi d'enseigner derrière Zoom. Et j'arrive bien à le faire parce que j'arrive à corriger mes élèves. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie progression. Souvent, alors, déjà en cours normal, déjà là, à la fin, on touchait plus. Et les gens me disaient, ah, c'est cool parce que j'ai même pas besoin de te regarder et tu guides bien à la voix, donc je sais ce que je peux faire. Et là, du coup, ça a porté ses fruits parce que derrière l'écran, du coup, les élèves, des fois, regardent à moitié et je peux les corriger juste à la voix. Et moi, je m'approche et voilà, et je peux les corriger sans les toucher. Et c'est pour ça qu'il y a une belle évolution. Mais voilà, je suis très, très fière d'elles. Elles sont top. Voilà, c'est incroyable ce qu'elles ont fait. Et donc du coup, entre-temps aussi, tu as repris, enfin tu as créé des box, Gypsy Box et tu as repris le Elfie Co, que tu as appelé Gypsy Co. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mais brièvement parce qu'on fera un autre épisode plutôt digital là-dessus. Ça marche. En fait, justement, avec toute cette distance, le fait qu'on voit plus les élèves, qu'on les touche plus, j'avais envie quand même, qu'on les touche plus. La phrase n'est pas très bien choisie, mais qu'on ait plus contact physique et que on enseigne tout derrière du digital. Mmh. Moi, j'adore toucher, j'adore sentir. Je trouve que les énergies qu'on Mmh. échange, elles sont très puissantes derrière un écran. Attention, mais quand on est en vrai, c'est quand même, voilà, c'est quand Bah même oui, ça très change tout. fort. Mmh. Et j'avais envie de pouvoir, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de live, beaucoup de, qu'est-ce qu'on a, je sais pas comment dire, de talk ensemble sur le yoga hors des postures. On a fait beaucoup d'échanges sur le yoga, dans sa philosophie, le yoga dans tous ces aspects, en fait, dans la méditation, dans tout ça. Et j'avais envie que les élèves puissent avoir un support à la maison, donc un petit peu de voyage à la maison. Moi, j'utilise toujours du Palo Santo.
Attention, il est éthique, il est bien des branches tombées au sol, il n'est pas de l'arbre coupé. De toute façon, ça se voit hein, quand le Palo Santo vient des n'est pas éthique, ça se voit tout de suite. Mmh. Voilà, et moi j'ai toujours une coquille Saint-Jacques où je mets mes Palo Santo ou ma sauge. J'ai des pierres aussi. Enfin, j'utilise un tas de rituels qui me paraissent du coup normal, mais effectivement, souvent mes élèves me disent ah mais alors ça sert à quoi et tu fais quoi? Et on en parle de plus en plus des rituels de lune et de machin, etc. Enfin, bon, maintenant sur les réseaux c'est devenu normal, mais et du coup je voulais qu'elles aient un petit peu de tout ça Chez bah, elle. chez elles, à portée de main. Et j'aime bien faire les choses bien parce qu'au début, je me suis dit, oh, elle va aller acheter, je vais leur envoyer comme ça et tout ça. Et en fait, j'aime quand même bien faire les choses bien finalement. Et du coup, je suis allée plus loin que ce que je pensais dans le process et j'ai fait une vraie box que j'ai appelée la Gypsy Box, mon voyage intérieur, que finalement j'ai décliné et que je vais continuer à décliner sur certaines thématiques. Et pour vendre ces box-là, il me fallait un support digital évidemment, et j'avais pas, voilà, j'avais pas les connaissances, comment faire, et puis et j'ai bossé donc beaucoup avec Séverine et Marion de LC Co. Séverine qui est très grande amie et qui maintenant a Namastrip, donc avec qui je fais toutes mes retraites de yoga. Et on en parlait parce qu'elle elle allait avoir son bébé à ce moment-là. Donc le premier bébé Elsienko devait disparaître pour plus de place pour le vrai bébé. Et voilà, elle me disait, bon, bah, ouais, il faut que je le vende et tout, mais c'est un peu ralenti. On en a parlé, on s'est rencontrés pour parler de ça, pas pour. On s'est fait un déjeuner pour vraiment parler de ça, pas parler d'autre chose. Et elle m'a proposé de racheter à un prix bien plus raisonnable qu'elle le vendait normalement. LCNco, c'est-à-dire que c'est un site internet qui est vendeur aussi. C'est pas que un site internet, c'est un webzine, donc il y a tout le contenu que je ne voulais pas perdre, tout le référencement, qui est un gros référencement. Plus c'est un Instagram, un Pinterest, c'est un Facebook, c'est une base de données énorme. Et c'était une communauté qui me connaissait déjà, puisqu'on faisait les Gypsy Yoga Night à l'époque, en fait. Ça OK. s'appelait déjà, parce que moi j'appelais ça le Gypsy Flow, mon cours de yoga, pour pas. Parce que je mettais du hatha, enfin je mets toujours du hatha, du vinyasa, un petit peu tout. Et je l'appelais mon voyage intérieur, ce cours-là. Et c'est pour ça que ma box s'appelle mon voyage intérieur. Moi, c'est une notion, j'ai beaucoup voyagé et c'est une notion que je trouve essentielle à mon mode de vie et puis à la vie, c'est la liberté, le voyage. On voyage hein, au cœur de soi, hein. Il y a beaucoup d'espace qu'on ne Mmh. visite pas forcément tout le temps. Et voilà, et du coup, pour avoir ce support-là, ben, Séverine m'a proposé de racheter, pas Namaste, non, j'ai pas les moyens, Co. Et je l'ai transformé en Gypsy Co. Le Co est très important parce que ben, moi, il y a mon univers, il y a moi, mais j'aime bien donner la parole à ma communauté. C'est ce que j'avais commencé à faire d'ailleurs pendant le premier confinement sur mon Instagram. Je donnais beaucoup la parole à d'autres personnes qui sont inspirantes et qui sont pas que dans le domaine du yoga, qui sont dans le domaine du mieux vivre tout simplement, ou qui sont des personnes juste inspirantes par qui elles sont. Voilà. Et, et du coup, voilà, c'était l'emplacement idéal pour pouvoir faire ça, pour pouvoir donner la parole à d'autres personnes inspirantes et puis partager des infos qui, par exemple, moi, j'ai pas les connaissances dans tout. Et heureusement, et je trouvais ça bien d'avoir des vrais professionnels de certains domaines qui viennent parler de ce sujet-là sans que je pioche des infos uniquement sur Internet. Et voilà. Donc voilà, c'est né comme ça. Et on verra plus tard pour expliquer toute la suite. OK, super. Bah, moi, ça me passionne vraiment ce Gypsy Co. Je connaissais ton compte depuis
un long moment parce qu'on avait fait un événement que j'avais participé, j'avais fait un de tes cours et du coup, j'avais checké tes réseaux, j'avais vu que tu voyageais partout et je m'étais dit: «Mais mince, je pourrais jamais reprendre de cours avec elle si ça se trouve» et donc là, bah, c'est vrai que ce confinement nous a un petit peu, décloisonné, toutes les barrières des frontières, de tout ça avec le digital et donc quand j'ai découvert, Gypsy Co, j'ai dit: «Mais non, c'est trop bien!» Donc voilà oui, donc oui, je trouve que le projet est vraiment top et le fait d'avoir pensé aussi à tes élèves, de leur fournir, ce que toi tu fais comme petit rituel pendant tes séances et cetera à distance, finalement oui, ils sont très demandeurs sur ça. Ils veulent savoir, comment on fait, qu'est-ce que c'est le tirage d'oracle, qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qu'on allume comme senteur de bougie, comment on fait notre spray pour nettoyer notre tapis, enfin des trucs, plein de petites choses, et je trouve que c'est vraiment une chouette idée d'avoir créé, cette box qui te ressemble, mais qui est aussi en collaboration finalement avec tes élèves, donc c'est génial et est-ce que, je pense qu'on a quand même, très, très bien raconté ton parcours déjà, mais est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais lancer, des idées, qui sont pas forcément, en cours de lancement, mais même des idées, des choses que tu as envie de mettre en place après? Ben, moi, j'ai envie de bon, déjà, j'ai pas envie de rester à Paris, ça ça voilà. Mais même si j'adore Paris, il faudrait que je préfère, quand j'y suis un peu moins que cette année. Je comprends. Bon, en tout cas, voilà, d'être dans cet appartement où moi qui bougeais tout le temps et était jamais sur place, ça m'a beaucoup, beaucoup appris cette année. Je crois que j'ai presque plus appris sur moi que quand je voyage. Enfin, j'ai découvert une autre dimension finalement cette année. Mais j'ai bien compris que j'avais ce besoin de liberté. Enfin, voilà, j'ai besoin de nature et de liberté. Là, tu as Et vraiment fait ton voyage intérieur, chez toi. là, on n'avait pas trop le choix, hein, mais ouais, il y a un moment où j'ai l'impression d'étouffer. J'ai pris un billet là il y a pas longtemps pour pouvoir aller au Maroc surfer. Bah, puis bah, je me sens vraiment bien là-bas. Et on aime les gens avec mon mari. C'est ce qui nous lie le plus. On a adoré la période où on avait un surf camp. C'était quand même des super moments parce que on a une super équipe là-bas. On fait du surf, du yoga, de la bouffe, enfin voilà, de la musique. On fait passer, en fait, les gens sont là pour passer un bon moment et nous, on passe aussi un très bon moment. Du coup, on oublie beaucoup de choses. Et ça me manque. Donc, on a envie de reprendre ce qu'on faisait avant, de rouvrir une maison d'hôtes. Alors, on était un peu roots à l'époque, enfin, un peu roots. C'est-à-dire qu'on l'avait fait avec vraiment très peu de moyens et on avait fait ça un peu comme ça, comme tout ce que je fais tout le temps d'ailleurs. Je lance un peu comme ça et après, finalement, ça devient autre chose. Mais on avait un peu lancé ça comme ça et c'était génial. Enfin, bon, on avait un petit paradis. On avait une maison juste au-dessus de la mer. Et ouais, on avait les rochers, les vagues qui s'écrasaient sur les rochers en bas de la maison. Donc c'était quand même vraiment, vraiment Oh, particulier. ça donne envie. Ouais, ouais, bah ouais, moi des fois quand j'y pense, je me dis, ah, mais pourquoi on est là? Et on a envie de refaire ça. On ne sait pas exactement comment, quand, quelle ampleur ça va prendre, mais voilà, on en parle beaucoup, donc c'est en cours. On va reprendre ça. Moi, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais. J'ai envie de pouvoir toujours continuer à partager avec les gens. Enfin, vraiment, des fois, je suis pas bien avant un cours ou je suis fatiguée parce que c'est quand même, je donne vraiment depuis des années des cours tous les jours et surtout, bah, même pendant le coronavirus, j'ai pas arrêté une seule fois et toujours derrière un écran, pas un jour de off. Et bon, des fois, je suis quand même un peu fatiguée, j'ai pas envie, ou là, par exemple, j'ai le dos très bloqué et j'ai pas envie de donner mon cours, ou je suis à moitié somnolente et je me dis, oh, qu'est-ce que je ferais bien une sieste plutôt que donner un cours. Mais dès que je me mets sur le tapis, enfin sur le tapis, là, d'ailleurs, j'enseigne sur mon tapis, mon tapis à la maison, mais dès que je me mets face à mes élèves, bah, je sais pas, il y a quelque chose qui se crée, une alchimie qui se crée et j'oublie tous les mots du monde, tout, voilà, je suis tellement dedans et vraiment, ça me fait vivre et ça me fait, c'est ma raison de vivre, hein, vraiment actuellement, c'est ce qui me porte le plus dans ma vie, c'est ces échanges qu'on a
Et à la fin des cours, on échange tout le temps et je ne sais pas m'arrêter. J'ai toujours envie de partager mes connaissances, de les écouter. Enfin, on échange vraiment énormément. On est un vrai groupe soudé et puis voilà, on échange au-delà de la dimension juste. C'est pour ça que je dis jamais prof-élève, mais mes amis élèves, parce on est amis finalement. Et puis je pense qu'elles me disent des fois des choses qu'elles diraient pas à d'autres personnes. Bah, on est des vraies épaules, hein, des fois les profs de yoga, si on veut bien aussi. Bon, j'ai la chance de m'être beaucoup formée, pas que sur le yoga, aussi dans le développement personnel et tout ça. Enfin, même là, derrière comme on n'avait que l'écran et que normalement je vais partir en Inde encore cette année, j'essaie de me former tous les ans, mais là cette année je l'ai pas fait. J'ai Ouais. fait enfin pas au niveau du corps, mais je l'ai fait beaucoup sur le comportement, sur la psychologie. Enfin, je commence aussi une formation coach de vie. J'essaie D'accord. toujours de me former. J'ai toujours une formation sous le bras. J'ai fait une formation sur la sexualité, sur les femmes. Il y a des choses que j'utilise plus que d'autres. Mais finalement, ça forme voilà, un panel assez divers et ça me permet de pouvoir écouter les mots des gens et de leur donner envie voilà, de vivre et d'incarner leur mission de vie et de se sentir bien. Et voilà, c'est ce que j'aime faire et j'ai envie de continuer à pouvoir faire ça. Mon mari a envie de pouvoir continuer à donner des cours de surf. Le surf, c'est aussi un énorme échappatoire. Enfin, franchement, quand on est dans l'eau, le surf et le yoga, c'est très similaire, hein. Moi, j'ai entraîné beaucoup de surfeurs pros dans le monde et bah, ils ont une vraie philosophie yogique finalement. Ils sont tellement connectés à la nature et aux éléments. Ils sont aussi à l'écoute de eux, à l'écoute vraiment de la nature parce qu'on ne contre pas l'océan. On Mmh. l'écoute, on vit avec, on ne résiste pas à une vague, on va avec. Et c'est vraiment la philosophie du yoga qui amène à lâcher prise. Et enfin, moi, j'adore surfer, ça me fait tellement du bien. Et c'est la même sensation quand on a fait un bon cours de yoga et qu'à la fin on se sent waouh, ah c'était trop bien. Et ben en surf c'est la même chose. Il y a ce truc, il y a rien qui compte autour, c'était juste trop bien. On se sent rincé, on se sent vivant, on se sent libre. Donc voilà, c'est deux disciplines qui vont hyper bien ensemble et on a envie de continuer à pouvoir offrir ça aux gens. Parce que c'est pareil, Nabil, mon mari, lui, quand il donne des cours de surf, il parle de la nature, il parle de comment écouter les vagues, comment elles marchent, bah, qui marchent avec la lune. On ne cesse en ce moment de parler de la lune, la lune, la lune, la lune. Elle a une influence sur les marées, donc une influence sur la façon dont on va surfer, le spot qu'on va choisir. Enfin, voilà, c'est deux univers hyper complémentaires. Et voilà, du coup, on a envie de continuer à faire ça, à pouvoir partager des bons moments avec les gens, à jouer de la guitare sous les étoiles. Donc, c'est à venir. Mais je sais pas, bon, en plus, cette année, le coronavirus Oui. aura décidé d'autres projets pour nous. J'avais pas du tout prévu tout ça. Évidemment, on ne prévoit jamais rien, mais Mmh. j'aurais jamais imaginé racheter Elsie Co quand j'ai commencé avec elle il y a quelques années. J'aurais jamais pensé, voilà, être prof de yoga puisque j'ai résisté pendant longtemps. Enfin, voilà. Donc, je laisse la vie faire, mais je pense qu'elle nous donnera ce qu'on veut, j'espère. On espère aussi. Est-ce que du coup, tu aurais un dernier petit message que tu aimerais faire passer, à ceux qui nous écoutent, comme une petite dédicace ou un message à tes élèves, amis qui t'écoutent? Mmh. Bah, moi, je dis tout le temps que prendre soin de son corps, c'est prendre soin de la maison de son âme. C'est la phrase par laquelle je finis toutes mes classes de yoga. Prendre soin de soi, c'est prendre soin du monde. Je pense que c'est important. On le dit, on le rabâche, mais il faut le faire surtout. Et faut aussi se décomplexer. Moi, je dis toujours que j'enseigne d'une façon décomplexée parce que ben, le bien-être, c'est pas se lever tôt, méditer, prendre un jus de citron, faire du yoga. Et voilà, comme un robot, le bien-être, c'est se sentir bien et vivant. Si on se sent bien en mangeant, enfin, voilà, parce que moi, par exemple, je suis végétarienne, mon mari ne l'est pas, enfin, et je me suis jamais cataloguée en tant que telle et j'ai jamais dit à quelqu'un il faut être comme ça. Je trouve que en fait, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde incarne ce qu'il aime et fasse quelque chose qui le fait vibrer. Mais si le matin on se lève, on boit un jus de citron et on a l'impression que ça sert à rien,
bah, on le fait pas, c'est tout. Enfin, je prends un jus de citron, ou de méditer ou tout le monde n'est pas obligé de faire quelque chose parce qu'on dit que c'est bien. Il faut le faire parce qu'on le sent et voilà, il y en a qui font pas de yoga et qui font du surf, ben, c'est aussi une façon de méditer, de prendre soin de son corps. Après voilà, écouter son corps avant tout. Je pense qu'il faut s'écouter, il faut apprendre à et puis il faut accepter ses zones d'ombre aussi parce qu'on a l'impression, c'est vrai les profs de yoga des fois quand on nous entend parler, Om Shanti Om, que tout est parfait, mais bon moi c'est pour ça que je suis très proche aussi de mes élèves, c'est que j'ai aucune honte à dire, bah, ce qui va pas, ce que je fais qui va pas. Je dis tout le temps: «Faites ce que je dis, pas ce que je fais». Mais voilà, je pense que le message le plus important que j'ai envie de moi de faire passer, c'est que le bien-être, c'est être bien. Et si être bien, c'est être affalé devant Netflix, ben c'est bien. Et si être bien, c'est manger un hamburger une fois de temps en temps, et ben tant mieux. Et voilà, il faut du yin et du yang dans tout, du noir et de la lumière dans tout. Mais il faut s'écouter et prendre soin de soi et apprendre à s'aimer. Et c'est comme ça que je crois que c'est comme ça qu'on vit bien parce qu'en fait, on recherche tous la même chose, être bien. Et voilà, ça passe par J'adore là. cette fin d'épisode parce que je crois que tu as tout traduit. Ça fait quasiment 1 heure qu'on parle, mais tu as traduit tout ton cheminement et celui que tu aimerais apporter dans quelques phrases simples. Le bien-être se résume pas seulement à dire je mange des graines, je suis végétarienne et je fais du yoga. Il se résume à tout ce qui nous fait du bien dans notre vie. Et j'aime beaucoup justement tes phrases de fin de cours, de prendre soin de son corps, c'est prendre soin de la maison de son âme, c'est ça? Ouais. Et l'autre, où tu dis, que prendre soin de soi, c'est prendre soin du monde autour de soi aussi. C'est très, très significatif du yoga en général et de toutes ces valeurs qui disent que ben, on est tous ensemble dans ce monde et s'accepter et être assez tolérant pour accueillir tout le monde, c'est essentiel pour que tout le monde soit bien aussi parce qu'on est tous en effet à la recherche de ce bonheur. Donc merci beaucoup Amy pour tout ça. Merci pour ce partage. De toute façon, on repartagera très vite tes aventures dans un autre podcast plutôt digital. Et j'ai adoré discuter avec toi et t'écouter parler de ton parcours, te livrer à nous. Merci pour ta confiance et puis j'espère à très très vite. Merci à toi, merci mille fois et puis bon, au plaisir et puis j'espère que te voir bientôt sur le tapis. Oui. Merci. Merci beaucoup, merci, ciao. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir.